Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 19 janvier 2021. Il est 20h30, 20h32. Vous êtes déjà plus de 200 à être face à nous et je vous en remercie. Je ne vous souhaiterais pas une bonne année, juste une année. Donc, voilà, année 2021 parce qu'on n'est plus sûr de rien. Merci d'être là pour la 7e émission C'est dans le sol, émission produite, comme vous le savez, parce que vous êtes nombreux à nous re-regarder par la coopérative Rhizobium qui accompagne des groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers qui veulent apprendre à observer la santé de leur sol en Occitanie. Par rapport à l'an dernier, Rhizobium innove en proposant cette année une formation mixte digitale avec stage au labo et assistance à distance pour conduire des protocoles d'évaluation de la santé du sol chez soi. Voilà une formation qui vient compléter l'offre du Pecnolab, le si bien nommé, avec un laboratoire participatif, des tutos et des vidéos à la mode C'est pas sorcier que vous connaissez sur la chaîne Pecnolab TV. Il y a également une appli Sol-O pour saisir et suivre ces données, un kit de matériel open source. D'ailleurs, vient d'être mis en ligne, vient-on de me dire, un tuto qui explique comment mesurer la respiration microbienne du sol. Vous trouverez plus d'infos sur le site de Rhizobium et sur Pecnolab TV. Comme je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps, c'est la 7e émission de C'est dans le sol. 7e, voilà, l'âge de raison. Vous étiez plus de 500, on avait dépassé la jauge pour les inscriptions. Vous êtes 242 et ça continue à monter. Manifestement, le sujet intéresse. Est-ce parce que microbe, mais oui, bien sûr, c'est le virus. Non, il n'y a pas de lien avec le virus, enfin en tout cas j'espère. Le titre d'aujourd'hui, donc la microbiologie des sols. Alors, sachez que le 19 janvier de l'an 1840, Dumont d'Urville découvrait la Terre Adélie. Eh bien, je vous propose en ce 19 janvier 2021 de découvrir Lionel Rongeard, voilà, qui est avec nous. Bonjour Lionel, bonsoir Lionel. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA et de Dijon depuis que l'INRA a absorbé, ben voilà, l'IRSTEA. Voilà, l'IRSTEA, pardon. On a rajouté un E à son nom. À l'INRAE de Dijon, vous travaillez sur la microbiologie des sols. Mais pourquoi donc? Moi, je ne pensais bêtement que moi, j'écoute et je lis mon Charles Darwin, mon Daniel Cluzo, mon Marcel Boucher. Je ne pensais que les sols, c'était des lombriques et c'est tout. Et non, il y a plein de microbes dedans. Pourquoi vous intéressez aux microbes dans les sols, Lionel? Bonsoir à tous. Merci Frédéric de cette introduction. Il faudra me dire le lien avec la Terre Adélie. Il n'y en a aucun. Tu peux m'envoyer 6 mois. Pourquoi s'intéresser aux microbes des sols? Chacun fait son choix au début dans ses études et moi j'y suis venu par rapport à l'écologie. En fait, je voulais faire de l'écologie. Au début, je voulais faire de l'écologie végétale et puis après, le végétal amène au sol et j'ai découvert le monde microbien qui était inconnu. La Terra Incognita, pas Terra Deli, mais Terra Incognita. Oui, avec un lien. J'ai vu qu'il y avait une diversité énorme. Quand on dit 1 gramme de sol, on a 1 milliard de bactéries dedans avec 1 million d'espèces. Beaucoup de choses inconnues. Les champignons sont un peu moins nombreux, un peu moins diversifiés, mais tout autant importants. Et beaucoup de choses inconnues, beaucoup de choses à découvrir. Et puis surtout, ils portent d'énormes fonctions au niveau du sol qui, au quotidien, sont hyper importantes pour nous en tant qu'êtres humains, pour nos sociétés. Quand on parle de dépollution, de stockage du carbone, de fertilité, le sol est le support de l'agriculture et le support de nos habitats. Et ce sol est le support de ces activités humaines parce qu'il porte des fonctions qui sont dues aux organismes vivants du sol. Alors les vers de terre, les carabes, les fourmis, et puis les tout petits, les nématodes, les bactéries, les champignons, quoi. Et tout ça travaille ensemble. Tout ça travaille. Tout ça travaille ensemble. Petite leçon de choses, un microbe, c'est quoi précisément? Ça se caractérise par sa nature ou sa taille? Alors, déjà, c'est tout ce qui est microscopique, donc c'est sa taille. Voilà, donc tout ce qui est petit, invisible. Souvent, dans micro-organismes, ce qu'on mène, nous, c'est bactéries et champignons. Voilà, alors en sachant qu'on a 2 pans du règne vivant qui sont très différents. Les bactéries, c'est des organismes unicellulaires qui font 1 micromètre et qui ont un seul chromosome, pas de noyau, donc c'est ce qu'on appelle des prokaryotes. C'est les premiers organismes à avoir colonisé la Terre. Ils sont là depuis des milliards d'années, ils sont là bien avant nous et ils seront là bien après nous, et on est en train de l'apprendre au quotidien. Je suis désolé. Mais voilà, et les champignons, eux, ce sont des eucaryotes, donc c'est des organismes un peu plus élaborés, pluricellulaires pour ceux qui sont sous forme de mycélium, mais on a aussi des levures
qui sont unicellulaires. Et eux, alors, ils ont plusieurs chromosomes, un ADN, un génome un peu plus complexe. Et ils portent aussi des fonctions un peu plus complexes parce qu'ils ont un génome un peu plus compliqué. Il y a des virus dans le sol? Bien sûr. Alors, le problème des virus, indépendamment de leur activité, mais le problème au niveau scientifique, c'est qu'on les a beaucoup étudiés dans l'eau, voilà, dans les systèmes lacustres, même dans les systèmes marins, et très peu dans le sol. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, quand je vous dis qu'il y a 1 milliard de bactéries par gramme de sol, globalement, il y a à peu près 10 fois plus de virus que de bactéries. Donc, on dit que les bactéries sont les plus abondantes, c'est faux, ce sont les virus. Par contre, on les connaît très mal, donc on ne connaît pas trop leur diversité, on ne sait pas trop les étudier. Ces fameux virus ARN, c'est un peu compliqué à étudier, même avec des outils moléculaires. Et ce que l'on sait aussi dans l'écologie des virus, c'est qu'ils sont là pour réguler les populations. D'accord. Et ce qu'ils font aussi en ce moment. Et, D'une certaine façon, oui. désolé du parallèle, mais tout ça, c'est plein d'écologie, en fait. Hein. Et comme ils régulent les populations, on se doute que toute la diversité qu'on voit dans le sol, des lombriques jusqu'aux bactéries, elle est régulée par l'environnement, les pratiques, les activités humaines, mais aussi, sûrement, par les interactions avec des virus qui viennent tuer des populations dominantes et permettent à certaines populations minoritaires, des fois, de se développer, etc. etc. Donc un sol de qualité, pour vous, c'est un sol où il y a des virus? Alors, un sol de qualité, c'est un sol où il y a tout, Où il y a tout. tout le vivant qu'il doit y avoir, en bonne quantité et en bonne diversité. Et là, on sait de mieux en mieux le mesurer pour la plupart des organismes. Et surtout, ça c'est un peu plus récent dans nos concepts écologiques, des organismes en interaction, c'est-à-dire comme tu l'as dit avant, qui travaillent les uns avec les autres. Parce que s'ils travaillent chacun dans leur coin, ils n'arrivent pas à grand-chose. C'est un peu comme nos sociétés. Hein. On est chacun dans notre coin, on arrive tout seul, on n'arrive quand même pas à grand-chose, même si certains en sont persuadés. Alors qu'en communauté, on arrive tout de suite à faire des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus abouties et beaucoup plus ambitieuses. Et ben, c'est pareil, toutes les grandes fonctions du sol que l'on a citées auparavant, qui remplissent ces fameux services écosystémiques, et ben, ce n'est pas un seul organisme. Et s'il y a tant d'organismes différents dans le sol, tant de diversité, c'est parce qu'il faut cette diversité spécifique, mais aussi génétique, pour remplir ces grandes fonctions et les services écosystémiques. Alors, on va y venir sur ces fonctions, Lionel. Est-ce que ça veut dire que c'est moins la biomasse ou la biodiversité des micro-organismes qui compte que la complexité des relations qu'ils ont entre eux? C'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup d'organismes et s'ils ne sont pas beaucoup diversifiés, on n'aura pas beaucoup d'interactions. Voilà, donc tout est lié. Mais c'est vrai que des fois, dans certains sols, on voit globalement un bon patrimoine biologique, c'est-à-dire beaucoup d'organismes assez diversifiés, mais des faibles interactions. Et ça vient, voilà, il faut avoir tous ces paramètres-là, c'est-à-dire des organismes qui sont là, mais qui ne sont pas isolés les uns par rapport aux autres. C'est un peu comme un réseau social. On peut avoir plein de gens qui ont un smartphone et ils ne communiquent pas. Et ben, notre société, elle n'est pas stable, elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas stable d'un point de vue social. Et ben, c'est pareil au niveau d'une communauté. Les individus peuvent être là, peuvent être très différents, mais ils sont isolés dans leurs habitats pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être dues à des activités humaines. On aura peut-être l'occasion d'en discuter après. On va en parler, bien sûr. Et en fait, on n'a pas de réseau d'interaction ou des faibles réseaux d'interaction. Et ça, voilà, ça montre que la communauté est moins stable, moins résistante et moins fonctionnelle. Alors, dans ce que vous faites au laboratoire, comment vous analysez ces microbes? Moi, bêtement, quand je suis sorti de fac, on les regardait au microscope, mais on n'en est plus là. C'est l'ADN que vous extrayez ou c'est des protéines? C'est quoi? Alors, allez-y. C'est des marqueurs moléculaires, donc il y a l'ADN, il y a les protéines, mais c'est vrai qu'on s'est surtout focalisé sur l'ADN. Moi, quand j'étais en thèse dans les années 95, j'étais à l'époque du tournant, c'est-à-dire j'ai commencé ma thèse sur des boîtes de pétri, on mettait des bactéries en culture et on étudiait la diversité comme ça. J'ai fait ça, oui. Voilà, bon, on a tous fait ça, ceux qui ont fait un peu de microbio, qui ont tous fait des boîtes de pétri, et c'est très bien, parce que c'est des techniques qu'on appelle de bactériologie, on parle même de techniques pasteuriennes. On peut aussi faire de l'observation en microscope, sauf que, au niveau du microscope, il y a très peu de variabilité morphologique chez les micro-organismes pour les distinguer sur leur forme, comme on le fait pour des organismes supérieurs, les oiseaux, nous, etc. Et puis sur l'émetteur des boîtes de pétri, on sait qu'il y a seulement 1%, par exemple, des bactéries du sol qui sont cultivables, ou qu'on sait cultiver plutôt. Et donc, on avait une certaine vision un peu biaisée de l'abondance et de la diversité de ces micro-organismes, notamment dans des environnements très complexes et très hétérogènes comme le sol. Et donc, au bout d'un moment, tout ça, c'est grâce à la médecine aussi, parce que la médecine a développé des outils moléculaires pour étudier les maladies, pour les soigner, aussi en termes de thérapie génique. Et donc, elle a développé des protocoles d'extraction d'ADN, de séquençage, de génotypage. Et nous, on en a bénéficié dans l'écologie, et notamment l'écologie microbienne. Et donc, on l'a appliqué au sol et on s'est dit que plutôt que d'isoler les individus qu'on n'arrivait pas à cultiver, on allait isoler leurs marqueurs génétiques.
Et aujourd'hui, on sait extraire l'ADN d'à peu près 80 à 90% des micro-organismes du sol, ce qui est largement mieux en comparaison des 1% de cultivables. Et on sait différencier l'ADN d'une espèce d'une autre ou il y a une marge d'erreur quand même? Alors, il y a toujours une marge d'erreur parce que la diversité, notamment des bactéries, elle est très complexe. Elle se joue à quelques paires de bases près dans un génome assez peu important. Enfin, c'est des petits génomes, les bactéries. Toutefois, on sait de mieux en mieux le faire parce que nos capacités de séquençage ont été sublimées ces dernières années Mhm. en efficacité, mais aussi en débit. Donc, ça coûte de moins en moins cher. C'est toujours l'exemple qu'on donne, hein. Dans les années 2000, on séquençait le génome humain, c'était un consortium international et ça coûtait des centaines de millions de dollars. Maintenant, aujourd'hui, n'importe qui peut se faire séquencer son génome pour 2000 euros. Alors, je ne dis pas en France parce que je crois qu'on ne le fait pas en France. Non, c'est interdit, mais on peut le faire sur Internet en envoyant des échantillons aux États-Unis. Et je crois qu'on peut le faire en Allemagne pour 2000 euros. Et, alors, c'est interdit en dehors de tout système médical, mais souvent, on propose des séquençages de génome pour voir des sensibilités génétiques. D'accord. Et les interactions, comment vous les mesurez pour terminer sur l'aspect scientifique de votre boulot? C'est pareil, c'est à partir de l'ADN? Alors, c'est à partir de l'ADN, parce que l'ADN nous donne les espèces qui sont présentes, et en fait, on fait des réseaux d'interaction. Alors, on a plusieurs façons de le faire, mais ce qui est le plus simple à faire, et ce qu'on fait un peu plus régulièrement, c'est des réseaux de co-occurrence. C'est-à-dire, on regarde quelles sont les bactéries qui sont toujours ensemble, et quelles sont les D'accord. bactéries qui ne sont jamais ensemble. Et un peu comme dans un réseau social, encore une fois, puisqu'on reprend la métrique des réseaux sociaux pour faire ces analyses-là, c'est qui communique toujours ensemble et qui communique jamais ensemble. Et on en déduit des liens d'interaction positive ou négative. Et on dessine un réseau total d'une communauté. Et plus ce réseau est complexe, les liens négatifs sont aussi importants que les liens positifs, hein, parce que quand il y a de la Mhm. compétition, de l'antagonisme, ça fait partie aussi de l'équilibre des communautés et de leur résistance et de leur fonction. Et donc, on dessine des réseaux et on fait une métrique des réseaux. Et quand le réseau est complexe, qu'il a le plus de liens directs, de liens indirects, on a une communauté stable et fonctionnelle. Et quand on a moins de liens, on a une communauté qui est moins stable, moins résistante aux perturbations, moins résiliente et aussi moins productive. D'accord. Alors justement, deuxième partie, les fonctions qu'assurent ces microbes. Est-ce que quand vous avez la carte génétique d'un échantillon de sol, de ces interactions, ça vous donne une idée des fonctions qui sont assurées plus ou moins bien? Est-ce que ça vous donne une carte d'identité du sol? Est-ce que, sans même savoir d'où l'échantillon vient, vous pouvez deviner ce qu'il est, où il se trouve, ce qu'il peut porter comme culture, comme végétaux, ou on ne peut pas aller aussi loin que ça? Alors, il y a différents niveaux. En fait, tout d'abord, dans ce qu'on analyse, on regarde des indicateurs. Ce sont des indicateurs aujourd'hui d'ailleurs opérationnels. Assez simple, c'est le nombre d'individus et le nombre alors je parle d'espèces, mais c'est toujours un peu relatif pour les bactéries et les champignons, et le nombre d'espèces différentes que l'on a. Et on sait que, parce qu'on a fait des expériences au laboratoire de façon très expérimentale, quand on baisse la diversité d'une communauté, donc le nombre d'espèces, mais sans baisser le nombre d'individus, on perd des fonctions. Par exemple, si on perd 30% des espèces de bactéries et de champignons dans un Mhm, sol, on réduit, alors ce n'est pas des chiffres génériques, mais c'est des mhm. chiffres expérimentaux qu'on a obtenus sur différents sols, on réduit de 40% la minéralisation de la matière organique. Donc Ah c'est oui. hyper important, parce que ça veut dire qu'on réduit la transformation de la matière organique en matière minérale, donc la fertilité du sol. On baisse de 50% la stabilité structurelle du sol. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'assez emblématique. Cette stabilité structurelle, c'est ce qui fait que le sol va résister à l'érosion notamment, Mhm. ou au tassement. Donc c'est hyper important, le tassement dans les sols, et notamment dans les sols agricoles. On va aussi augmenter le temps de résidence de pathogènes qui n'ont rien à faire dans le sol. C'est-à-dire des Par bactéries. exemple, quel pathogène? Alors on a testé ça sur un pathogène humain qui était un Listeria monocytogenes. Mhm. Et si on réduit de 30% la diversité microbienne, en fait on baisse ce fameux effet barrière qu'on a aussi au niveau du tube digestif, c'est-à-dire une barrière biologique qui empêche des bactéries exogènes de s'implanter dans un écosystème dont ils ne sont pas originaires. Comme la listeria sur un camembert lait pasteurisé par rapport à un camembert Alors, au la lait cru. listeria sur un camembert est un peu plus originaire de ça, mais par contre, au niveau du sol, elle ne s'implante pas. Si on la laisse, Hein. si on a une diversité optimum, la listeria D'accord. disparaît en 3-4 jours. Si on baisse de 30% la diversité microbienne, la listeria met à peu près 15 jours à disparaître. Alors, elle disparaît toujours, mais pendant ces 15 jours, elle peut développer une maladie ou un foyer épidémiologique. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on a aussi des tests sur la résistance des plantes au stress hydrique, etc., etc. D'accord. Donc, avant de décrypter le fonctionnement de la communauté, on sait qu'une baisse de biodiversité implique une baisse de la plupart des grandes fonctions du sol. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en termes d'indicateurs, un niveau de diversité, un niveau d'espèce, c'est déjà important. Après, d'un point de vue un peu plus recherche, on a aujourd'hui des logiciels, quand on a une liste d'espèces dans un sol, qui nous disent, de façon assez automatique,
Ben, dans toutes les espèces que vous avez identifiées, il y en a certaines qui sont déjà séquencées à l'échelle internationale, parce qu'on interroge des bases de données internationales, et on a les génomes de ces bactéries, parce qu'on en séquence des dizaines, voire des centaines par jour à l'échelle internationale, et tout ça est mis dans des bases de données communes. Ça, c'est l'avantage de la recherche voilà, scientifique, c'est la mise en commun de toutes ces données. Et comme on a les génomes, on a tous les gènes d'activité de ces différents génomes, et donc on peut faire une signature fonctionnelle de la communauté. Mais là, on est vraiment dans des outils très prospectifs en termes de recherche. Donc la réponse est oui. Quand on a une carte de diversité, on peut avoir une carte d'activité de la communauté. Ce n'est pas encore totalement finalisé, mais on y et arrive. dans les années à venir, et dans moins de quelques années, on aura même des indicateurs de cette diversité fonctionnelle. C'est fascinant. Avant d'en arriver à ce qui peut occasionner cette baisse, cette chute de 30%, cette modification des interactions, les bactéries, elles servent à quoi? Autrement dit, si je les retire, on va comparer deux choses. Je vais prendre, voilà, je suis complètement stupide, je retire, je prends un échantillon de sol, je vire les vers de terre, puis un autre échantillon de sol, je laisse les vers de terre, mais je vire les bactéries, je vire tous les micro-organismes. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, c'est impossible. C'est Bon, je impossible sais. de virer tous les micro-organismes. Théoriquement et pratiquement, c'est impossible. Il n'existe pas de sol sans micro-organismes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sol mort. Il n'y a aucun sol mort. Alors moi, j'ai étudié des milliers de sols en France et à l'international. Je n'ai jamais rencontré un sol mort, c'est-à-dire sans micro-organismes. C'est impossible de stériliser un sol. Même sous ça de béton ou de macadam pendant des années. Eh ben, on a déjà étudié ça sur des sols qui avaient 50 ans de béton et on a désimperméabilisé le sol. Et on a peu d'abondance microbienne, mais on a une diversité qui n'est pas négligeable. Et ça revient ensuite, naturellement. Naturellement, enfin, c'est-à-dire naturellement entre parenthèses, oui. un sol qui a été bétonné pendant 50 ans. C'est-à-dire que ça, c'est l'avantage des micro-organismes, c'est qu'ils sont capables de rester, de résister à des conditions très en inadéquation avec leur développement. Bon, c'est encourageant ça quand même, Lionel, parce que beaucoup disent, regardez-moi, ces sols dégueulasses, ces sols morts, stériles, etc. Non, c'est pas vrai. Le sol dégueulasse dans la culture humaine, c'est un pléonasme, parce que le sol a toujours cette image un peu sale où on enterre les déchets, on enterre nos morts, voilà, dès qu'il y a un truc qu'on veut cacher, on le met dans le sol. Voilà, donc, mais non, il n'y a pas de sol mort. Alors, je parle pour les micro-organismes. Par contre, il existe des sols sans lombric, naturellement d'ailleurs. Si vous prenez des sols très sableux-acides, vous avez beaucoup moins de lombric. Et puis, on a des pratiques d'activité humaine, hein, qui sont soit liées à l'agriculture, soit liées à l'urbanisation, qui font que certains pans de la biologie du sol sont dépréciés dans certains sols. C'est vrai aussi pour les micro-organismes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des micro-organismes, mais des fois, on a des niveaux bas d'abondance et de diversité dus à des activités humaines. D'accord. Autrement dit, il n'y a pas d'agriculture sans microbes. On est d'accord, il n'y a pas de plantes sans microbes. Est-ce qu'il y a des symbioses entre plantes et microbes, comme il y a des symbioses entre plantes et champignons? Marc-André Sellos a coutume de dire que les plantes sont la partie émergée des champignons, finalement. Est-ce qu'elles sont aussi la partie émergée des microbes? Est-ce qu'à chaque plante, il y a un écosystème bactérien? Alors, de micro-organismes, pardon. C'est ce qu'on appelle la rhizosphère. Donc, chaque plante va dans la zone de sol qui est sous l'influence de sa racine, faire l'élection, pas la sélection, parce que la sélection, ça voudrait dire qu'elle en tue certaines, mais elle va permettre à certaines de se développer un peu mieux, et que celles qui sont adaptées, notamment à sa racine, en termes d'humidité, de pH, d'aération, et puis aussi d'exudation, parce que les racines exudent, libèrent des petites molécules organiques, et les bactéries sont friandes. Certaines bactéries vont être friandes de certaines molécules en fonction de la typicité des plantes. Et donc, on a un cortège rhizosphérique de bactéries et de champignons qui sont élus par la plante dans une zone qui fait quelques millimètres autour de la racine. Et ce sont des micro-organismes qui sont dans le sol natif, le sol nu, et c'est ceux qui sont élus par la plante et qui vont se développer un peu plus que les autres. Donc oui, c'est un peu comme notre flore intestinale, la plante a sa flore. Alors il y a aussi une flore sur les parties aériennes, hein, ce qu'on appelle les épiphytes, mais bon, on est en dehors du sol à ce niveau-là. Donc la plante attire ces bactéries, les bactéries, enfin qui de l'œuf ou de la poule en définitive, la plante fabrique l'environnement pour ses microbes et les microbes fabriquent leur environnement pour les racines? Alors, il y a des relations plus ou moins étroites entre les racines et les bactéries. Alors, l'œuf ou la poule, personne n'est capable de répondre, même pour heureusement.
Mais c'est une coévolution en fait. C'est pas d'œuf ou la poule, c'est que les deux ont coévolué et ont trouvé des bénéfices à justement travailler ensemble et jusqu'à des symbioses très fines, hein, rhizobium avec les légumineuses. La bactérie est reconnue par la plante. En fait, la plante libère des molécules, la bactérie reconnaît ces molécules, elle se déplace jusqu'à la racine l'intègre dans son tissu racinaire, lui fait une niche particulière et va l'élever, la nourrir, elle va se multiplier, elle va fixer l'azote de l'air. Et donc, c'est comme ça qu'on fait des engrais verts, parce que ce Eh sont oui. des plantes très riches en azote, et qu'on met souvent ça en interculture ou même dans les vignes. On en parle de plus en plus dans les interrants de vignes, pour augmenter le pool d'azote sans engrais chimiques. Et donc, il y a des processus très naturels basés sur la microbiologie des sols qui sont très bénéfiques en termes de fertilité. D'accord. Lionel Rangeard, on est 318 participants. C'est un record et plus vous parlez, plus ça monte. Donc ne Aïe. vous taisez plus, surtout. Il y a beaucoup de questions hein, que je vois sur mon écran qui tournent un peu toujours autour de la même question. Qu'est-ce qui justement fait qu'on a des interactions en moins? Qu'est-ce qui fait qu'on a une diversité, une biomasse microbienne en moins dans les pratiques humaines relatives au sol? Bon, bah, il va falloir un moment parler de l'agriculture, surtout que je travaille. Bah, nous y arrivons, et oui. Mais il n'y a pas que l'agriculture qui, des fois, pas tout le temps, parce qu'on a toujours tendance à dire les activités humaines et notamment l'agriculture est très néfaste pour l'environnement, pour les sols, etc. Là aussi, indépendamment de dire les sols ne sont pas morts, moi j'étudie de plus en plus de parcelles agricoles et viticoles Mhm. directement en travaillant avec les agriculteurs, ce qu'on appelait des projets de recherche participative. Mhm. Et donc, parce qu'on a des véritables échanges de savoir pour savoir quelles sont leurs pratiques, et nous, on amène nos outils pour mesurer la qualité, notamment microbiologique des sols. Et c'est vrai que la majorité des parcelles ne sont pas mauvaises en termes de qualité, soit biologique, soit plus précisément microbiologique. Toutefois, on en voit quand même certaines qui sont moyennes, voire dépréciées en biologie. Donc après, oui, il y a des pratiques en agriculture qui sont relativement agressives. Lesquels? Alors, lesquelles? Je ne rentrerai pas dans le débat des phytos, parce que c'est un débat qui est largement étudié, et puis ce n'est pas celle qu'on met sur le podium, en fait. Ah, c'est Euh, laquelle? c'est vraiment le travail du sol. Le Euh, labourage, donc. le labour, voilà. Le labour. Alors derrière le travail du sol, on a toute une diversité Mhm. de pratiques. Donc c'est très dur de dire que ça c'est bon, moins bon. Et puis ça dépend aussi de la qualité du sol d'un point de vue physico-chimique. On a des sols qui vont bien résister au labour et d'autres qui vont mal résister. Quand je parle de bien résister, c'est que quand on fait un labour, en fait, on retourne le sol et on casse ce qu'on appelle les agrégats, donc les macros, surtout les macro-agrégats. Donc, on casse ce qui représente les habitats des organismes du sol et notamment des micro-organismes. Et quand on casse ces habitats, c'est comme quand on écroule votre maison. Et si vous avez un sol qui se tasse avec moins de porosité, donc moins de place pour les organismes vivants, moins d'aération, moins de réserve hydrique, moins de tout en fait. Ouais, Et mais ça si ça n'arrive qu'une fois, Lionel, une fois dans l'année, c'est pas très grave. Alors ça dépend du type de sol. Vous avez des D'accord, sols, encore une fois, qui vont bien résister au labour, et d'accord. même si vous le labourez régulièrement, vous avez des sols qui ne vont pas tellement perdre en termes de porosité, de macrostructure, de réserve hydrique, et ça, donc voilà, c'est pour ça que le but, c'est pas, enfin moi je ne suis pas agronome, donc je ne vais pas faire des préconisations ou du conseil agronomique, hein. Je vais juste donner mon expertise de l'écologie du sol, parce que c'est ma spécialité. C'est pour ça que moi je ne dis pas aux agriculteurs, et puis je m'interdis de faire du conseil, Mhm. il ne faut pas labourer. Non, il faut adapter le travail du sol à la résistance de son sol à cette pratique et maintenir une structure, une bonne macrostructure aérée avec une bonne réserve hydrique pour éviter d'avoir une dépression, notamment microbiologique, de son sol. Et du coup, la science peut aider l'agriculteur pour lui dire labour moins profond ou labour moins fréquemment, griffe plutôt que labourer. On a des outils de modélisation, ça reste un peu du doigt mouillé, enfin du doigt dans le sol, Non, c'est pas du doigt mouillé. Il y a plein d'outils enfin, en fait, c'est pas la science, hein, c'est les agriculteurs. des agriculteurs eux-mêmes. Les agriculteurs, ils sont les premiers à inventer plein de pratiques et ils sont les premiers à voir, parce que là, on parle de microbiologie, de choses qui ne se voient pas, mais un agriculteur qui a un sol tassé avec une croûte de battance, et puis s'il est un petit peu en pente à la première pluie, qui commence un peu à dégringoler, ça, c'est des observations de terrain assez classiques et récurrentes. Et les agriculteurs sont les premiers à inventer, à développer des nouvelles formes de travail du sol, parce qu'à un moment, ben voilà, il faut un peu désherber mécaniquement, ou on veut quand même un peu gratter, etc. Mais bon, alors je ne dis pas que la science ne fait rien, hein. En agronomie, il y a plein de développements aussi, et pour tout le développement agricole. Mais moi, qui travaille directement avec des agriculteurs, je vois énormément d'agriculteurs qui inventent au quotidien plein de choses. On parle du labour, mais aussi dans les rotations, dans les intercultures, dans les associations de cultures, dans les compostages, dans les amendements organiques, etc.
l'innovation agricole, elle est énorme. Et c'est pour ça qu'on fait des projets de recherche participative. C'est parce qu'on a besoin de toutes ces innovations pour voir celles qui sont véritablement vertueuses pour la qualité biologique du sol, de celles qui le sont un petit peu moins. Et c'est là où on avance énormément en termes scientifiques. Donc, vous avez parlé de podium, il y a 3 étages à un podium. Donc sur le premier, c'est le labour, enfin le travail du sol. Sur le deuxième, c'est quoi? Eh ben, je mettrais. Alors, ça va un peu avec le labour, parce que quand on travaille beaucoup son sol, on est un petit peu moins couvert. C'est la couverture du sol. D'accord. Il y a une aberration en écologie, c'est un sol nu. En écologie du sol, en biologie du sol, quand vous avez un sol nu, ça n'existe pas dans la nature, sauf dans les déserts, mais on n'en est pas là. Et donc un sol, d'ailleurs vous voyez, dès que vous laissez un sol, vous avez désherbé un sol, il met très peu de temps à se recouvrir naturellement de végétaux, d'abord des plantes pionnières, puis après des plantes un peu plus stabilisatrices. Et donc en agriculture, maintenir des sols nus, c'est une aberration en termes de biologie du sol. Ça a peut-être une logique agronomique, la notion de salissement des parcelles, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc la deuxième marche du podium, c'est la mauvaise couverture des sols, et que l'on peut relativement facilement améliorer avec des intercultures en grande culture ou avec de l'enherbement en vigne. Et moi, je sais que je travaille beaucoup en viticulture en ce moment parce que voilà, on a des projets qui se sont développés et que la première chose en agroécologie qu'on dit aux viticulteurs, si vous voulez commencer à faire de l'agroécologie, c'est mettez de l'enherbement dans l'interrang. Alors après, on parle de compétition hydrique avec la vigne, etc., en fonction de la densité de cépage. C'est vrai dans certains territoires, c'est moins vrai dans d'autres. Mais voilà. Et donc, et c'est pas très compliqué d'enherber. Après, bon, oui, il faut gérer l'enherbement. Ça, on l'a dit souvent dans ces émissions, hein. On en revient systématiquement à la conservation des sols qui commence avant le non-travail ou le peu de travail par la couverture des sols. Sur la troisième marche du podium, c'est quoi? C'est les pesticides, les produits chimiques? Oui, alors je mettrais oui les pesticides parce que alors ces pesticides ils sont toxiques, ce sont des biocides, donc ils sont toxiques pour tout le monde, y compris pour nous. Et, et donc ben voilà, quand on parle d'un antifongique, ça tue pas que des champignons. Quand on parle d'un insecticide, ça tue pas que des insectes, ça peut tuer aussi voilà des bactéries, des champignons, etc. D'autres organismes non cibles. Voilà, donc ce sont des biocides et donc ben, on a un gros problème avec les pesticides. Mais ce que je vois dans le monde agricole, c'est qu'on est quand même dans une dynamique où on a bien raisonné l'effet des pesticides et on essaye d'en sortir. Après, ça ne se fait pas tout de suite, immédiatement, même si la société des fois est impatiente. Il faut des alternatives, il faut des transitions et pas des ruptures. Et bon, derrière tout ça, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que la biologie du sol est assez résiliente. Et donc, le jour où on fait des pratiques un peu améliorantes, eh ben, on réhabilite assez facilement tout ça. Alors néanmoins, vous dites qu'il n'y a pas de sol mort parce qu'il y a toujours des bactéries et dans des sols archi-pollués que moi j'ai connus dans le Nord-Pas-de-Calais, des sols industriels gavés de métaux lourds, de solvants, d'hydrocarbures, etc., on trouve quand même des bactéries. Vu que les sols restent vivants, est-ce que ça veut dire que les pesticides et les produits chimiques en général, de toute façon, à un moment ou à un autre, seront dégradés, seront transformés et peut-être évolueront jusqu'à ne plus être un problème? Alors oui, mais c'est dans le de toute façon, il faut voir le temps que ça va prendre. Ouais. C'est-à-dire que dans les années 70, où la chimie était reine et on faisait des molécules hyper stabilisées avec plein de chlore, et notamment des pesticides, mais pas que, Mhm. on voulait des molécules qui soient hyper rémanentes et qui aient un effet à long terme. Bon, on s'en en est vite revenu parce qu'on s'est rendu compte que le lindane, le PCB, tout ça, ben, ça imprégnait tout l'environnement. Après, on a fait des molécules qui soi-disant étaient biodégradables, et puis on arrive au glyphosate, qui était une soi-disant biodégradable, le Roundup, et puis au final, on se rend compte que ben, oui, ça se dégrade, mais pas autant qu'on veut. Après, c'est aussi une histoire d'accumulation et d'utilisation un peu intensive de ces produits. Donc, oui, ça va se dégrader. De toute façon, les bactéries, elles vont tout dégrader à un moment donné, mais il faut que ça Mhm. prenne quand même moins de temps que 2 ou 3 générations humaines, parce que l'intérêt, c'est que pendant qu'on est là, on profite quand même d'un environnement relativement sain et naturel, et que c'est vrai que si ça met 100 à 150 ans à se dégrader, c'est un peu le problème des plastiques en ce moment, Mhm. on est même sur Mhm. des âges, enfin des délais un peu supérieurs, et ben c'est pas très intéressant pour notre société. Donc voilà, il faut que ça soit dégradé en 5 ou 10 ans quand on a des molécules qui sont toxiques et qu'on n'a pas d'alternative. Le problème, c'est que la biodégradation, on la teste souvent en laboratoire en conditions contrôlées, et là tout marche très bien, un peu comme le biocontrôle. Et puis quand on arrive au terrain, eh ben, ça marche un peu moins bien parce que ben, voilà, on a des phénomènes climatiques, on a de l'hétérogénéité, on n'a pas Mhm. mesuré tous les paramètres influençants, il y en a plein qu'on ne maîtrise pas. Et donc, eh ben, les choses ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on a en conditions contrôlées.
Alors, on a un sol, Lionel Rongeard, on a un sol où voilà, vous arrivez sur le terrain, vous faites vos analyses, vous y retournez, vous dites, ouh là là, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Est-ce qu'on peut remettre de ceci ou de cela des cultures bactériennes, des cultures microbiennes? Il y a des offres partout sur le net, hein, j'ai vu, voilà, on propose des poudres de ceci, des poudres de cela, de microbes, de champignons. Vous en pensez quoi? A priori, vu comme ça, on se dit, bah oui, s'il manque des bactéries, on va en remettre. C'est tellement simple de cultiver des bactéries. Scientifiquement, ça vaut quoi, ça? Alors, scientifiquement, on a une position d'écologue. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on dit aux agriculteurs, souvent, quand on fait nos formations ou nos interventions, quand on travaille avec eux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. euh, la microbiologie du sol, les bactéries et les champignons, ils ont une capacité de résilience qui est très importante, Mhm, et sur des périodes très courtes, parce que mhm. ce sont des organismes qui ont des temps de génération courts, qui savent s'adapter, qui savent résister, et puis qui savent se réhabiliter, et recréer même de la diversité assez rapidement. C'est-à-dire que si on change nos pratiques et qu'on utilise des pratiques un peu plus vertueuses, par exemple une meilleure couverture des sols, une diminution du labour, moins de produits biocides, plus d'amendements organiques. On n'a pas parlé des notions de fertilisation, mais c'est pareil. Les engrais chimiques Oui, sont relativement neutres, mais les amendements organiques sont très bénéfiques pour la biologie du sol. On amène à manger aux organismes vivants et on crée de la fertilité parce que cette matière organique devient de la matière on minérale. va venir à ça, mais sur ces, voilà, sur Et ces donc, machins, ces poudres. avec des pratiques, on peut réhabiliter assez rapidement, même quand on a une parcelle agricole qui est assez dépréciée en biologie du sol. Alors après, sur le concept d'ajouter des micro-organismes, en fait, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il y a un effet barrière. C'est-à-dire Mhm. que, un peu comme notre tube digestif, au quotidien, nous, on ingère des bactéries et des champignons quand on mange, quand on boit, quand on respire. Et on n'est pas malade tous les jours en gastro-entérite, c'est-à-dire que ces bactéries et ces champignons, ils ne s'implantent pas parce qu'ils ont un effet barrière. Et ben, c'est pareil au niveau du sol. C'est ce que je vous disais avec l'hystéria, et heureusement d'ailleurs. Et donc, acheter des bactéries et les remettre dans le sol, j'ai envie de dire, ça ne va pas faire grand-chose parce qu'elles vont être éliminées. Donc, c'est plutôt que d'acheter de la biodiversité ou de rajouter de la biodiversité, réhabiliter votre propre biodiversité, parce que de toute façon, votre sol n'est jamais mort, même s'il est un peu déprécié, et vous avez une biodiversité latente qui peut être réhabilitée avec des bonnes pratiques. Donc, après, je ne dis pas que ces solutions ne marchent pas. Il faut voir un peu leur spécificité ou leur cible, si ce sont des flushs ou si elles sont associées avec des cultures. Et donc là, on est dans cette fameuse rhizosphère et les bactéries peuvent s'implanter parce qu'elles sont dans leur habitat. Mais jeter des bactéries comme ça dans le sol, sur le sol, sans autre forme de conception, pour moi, c'est pas très efficace et il y a mieux à faire sûrement. Et si on prend une solution intermédiaire que prône l'internaute Julien Vourneuve, je vous livre sa question, peut-on inoculer un sol pauvre en mettant une mode de terre riche en biodiversité, en micro-organismes? Alors bon, déjà, il faut que les micro-organismes ont une capacité de distribution, de dispersion assez limitée. Donc, si vous mettez une motte de terre au milieu d'un hectare de parcelle, D'accord. ça va peut-être jouer sur quelques centimètres. Après, il faut que cette motte de terre, ça soit le même sol que celui de votre parcelle. Parce que à Mhm. chaque sol différent, et on a des cartes de France de la microbiologie des sols, hein, à chaque Vous sol avez fait un différent, atlas d'ailleurs que vous on a fait un montrerez. atlas, l'atlas français des bactéries du sol, et celui des champignons, je vous le livre en scoop ce soir, sortira, on est en quoi, 2021, Ouais. en 2000, fin 2022, début 2023. Donc on aura l'atlas français des champignons du sol. Et donc chaque sol a sa propre communauté microbienne, a son propre signature microbiologique. Donc si vous mettez une mode de sol qui est différente du sol de votre parcelle, les bactéries de ce sol, elles risquent de ne pas s'implanter parce qu'elles ne seront pas dans le bon sol, dans leur bon habitat. Donc l'inoculation d'un sol par un autre, il faut déjà bien l'homogénéiser sur toute la parcelle, ce qui n'est pas évident. Donc autant changer les pratiques, hein. À mon avis, c'est plus simple que d'essayer de faire des transplantations de sol d'une parcelle à l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui vous intéressent en tant que microbiologiste? On en a parlé un peu. Euh, Aujourd'hui, tout le monde parle de méthanisation qui va fournir des digestats. Les digestats, on les destine au sol et la matière organique revient. Ou alors, certains disent, mais non, les cultures intermédiaires, par exemple, on les coupe et on n'y touche pas. Ou alors, on exporte tout. Enfin, ou on met du fumier, ou on met du lisier. Enfin, est-ce qu'il y a des apports en matière organique qui sont plus favorables que d'autres? Alors, vous allez me dire, ça dépend des sols. Mais est-ce que de façon générale, il y a des pratiques, on va dire, moins favorables que d'autres à la microbiologie des sols? Alors, sur les amendements organiques, et on parlera des digestats après, parce que les digestats, c'est D'accord. un autre sujet, assez Oui. clivant d'ailleurs, euh, Très clivant, oui. pour y tremper dedans depuis un petit moment. Euh, Tout amendement organique est toujours
plus bénéfique pour la biologie du sol qu'un ammonitrate, ça c'est clair. Les bactéries, elles voient passer en Voilà. ammonitrate le NPK tout droit, elles ne l'utilisent pas, alors que la matière organique, c'est une source de carbone et d'énergie, et elles vont s'alimenter avec, elles vont se multiplier, et elles vont se diversifier, et elles vont fonctionner grâce à ça, et elles vont faire des interactions grâce à cette matière organique. Donc les amendements organiques sont toujours meilleurs. Après, c'est vrai que déjà, les amendements organiques, ça dépend de quoi? Ça dépend un peu de la matière organique que vous avez pas loin de chez vous et qui vous permet de faire du compost, du lisier, du fumier, etc. Donc, vous êtes un peu dépendant de la matière organique en termes de sous-produits qui est produite pas loin, parce que le but, c'est pas d'aller la chercher à l'autre bout de la Terre. C'est un peu ridicule en termes d'empreinte carbone. Donc oui, ça dépend de la matière organique, ça dépend de votre type de sol. Vous allez avoir des communautés microbiennes qui vont être plus ou moins réactives à tel type de matière organique. Ça, on l'a montré sur différents sites en France, des sites expérimentaux, notamment à l'INRA, les SOERE. Toutefois, toute matière organique est quand même bonne. Voilà. Après, sur la notion de digestat, je ne sais pas si on rentre sur ce sujet, mais alors le problème, c'est qu'on a très peu de données sur les digestats. Ils sont beaucoup évalués sur leur qualité fertilisante, c'est-à-dire ils amènent de l'azote, ça c'est indiscutable, etc. Par contre, on a très peu d'études, et c'est pour ça qu'on a lancé un projet là-dessus, qui vient de démarrer d'ailleurs, donc je n'aurai pas de résultats à vous donner, mais sur leur impact sur la biologie du sol, et même sur le stockage du carbone, parce qu'on a aussi différents discours en disant que ça stocke du carbone parce qu'il est déjà digéré, et que globalement, ils vont déjà être stabilisés dans le sol, etc. Mais s'il est déjà digéré, ce carbone, il ne va pas beaucoup alimenter les micro-organismes parce qu'il va être un peu plus récalcitrant. Donc, en plus, il y a des problèmes d'ammoniac, de dégagement d'ammoniac par rapport à l'épandage, à la maîtrise de l'épandage, etc. etc. On a beaucoup de choses clivantes parce qu'on a des collectifs de riverains souvent qui viennent s'opposer à des méthaniseurs. On a l'exemple du Lot, qui est un exemple qui pose problème par rapport à des sols karstiques, qui sont des sols très perméables, mais ce n'est pas vrai que pour les digestats, c'est vrai pour tout ce qui est engrais, nitrates et pesticides dans ces sols-là, où ça va directement dans les eaux peu profondes, qui sont des eaux d'alimentation. Donc, ça, c'est dû à la géologie du système. Donc, voilà, donc on y travaille. On travaille à l'impact des digestats sur la qualité biologique des sols agricoles. On y travaille sur des choses très expérimentales en laboratoire et aussi sur des fermes qui mettent des digestats depuis plus ou moins longtemps pour voir un petit peu un bilan de la qualité biologique des sols qui reçoivent ces digestats en comparaison d'autres amendements organiques. Et donc, à ce niveau-là, il y a un problème sociétal assez urgent. On a mis peu de temps pour monter un projet. On a été fortement soutenu, notamment par l'ADEME, le CASDAR avec le ministère de l'Agriculture, mais aussi par des gens, des structures de l'énergie comme GRDF, qui nous soutient dans ces projets, parce qu'ils sont soucieux aussi de soutenir une filière qui est durable. Et donc, voilà. Donc, je suis désolé, je n'ai pas vraiment de réponse scientifique et je ne veux pas faire de simulation de ce qu'on pourrait obtenir. Mais en tout cas, il y a une question qui se pose et on va essayer d'y répondre avec les outils de la recherche. C'est le projet Méta-Biosol, c'est ça? C'est le projet Méta-Biosol. Oui. Voilà, avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, où je me trompe? Alors, Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et puis l'AgroSub-Dijon aussi qui porte ça, qui coordonne ce projet. D'accord, il y a une question fort intéressante que je ne m'étais pas posée, d'Isabelle Le Tessier qui vous demande, cher Lionel, apparemment la question la taraude beaucoup, Isabelle, comment distinguez-vous dans les sols l'ADN des organismes vivants de celui des morts? Ça, c'est une question que j'ai depuis ma thèse. Et je l'avais déjà anticipé en thèse, donc je vais répondre. Voilà. Chère Isabelle, alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle l'ADN fossile. Comme ça fait un peu plus sympathique. Cet ADN, c'est vrai qu'on a un gros turnover dans le sol de micro-organismes, notamment qui vivent, qui meurent. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN, c'est une molécule qui est très facile à dégrader, que le sol, c'est un milieu pauvre, quand même, en termes de ressources nutritives pour les micro-organismes, et que quand on a des bactéries et des champignons ou d'autres organismes qui meurent, l'ADN est une des premières molécules qui est digérée, en fait, soit par des enzymes post-mortem quand les organismes morts, soit par les bactéries et les champignons qui vont les coloniser pour les dégrader. Donc, en fait, on avait estimé cette quantité d'ADN. Alors, il y a plein de théories, mais nous, on l'avait mesuré. Et en fait, on a quelques pourcents d'ADN mort dans le sol. Donc, on n'a pas de parasite ou de bruit qui est dû à un ADN qui serait fossile par rapport à un ADN vivant. D'accord. Voilà, pas trop de problème là-dessus. Il y a pas mal de questions également sur une éventuelle saisonnalité des populations bactériennes. Est-ce qu'elles évoluent en fonction du temps aussi? Est-ce qu'elles évoluent en fonction de la saison? Est-ce qu'il y a des périodes où les micro-organismes sont plus ou moins actifs dans le sol? Oui, alors il y a des périodes où les micro-organismes sont plus ou moins actifs au printemps, et c'est souvent dû à l'activité végétale d'ailleurs, parce que alors il y a la température, l'humidité bien sûr, mais aussi dû au fait que les végétaux
sont en phase végétative, exudent par leurs racines, enfin quand il y a des végétaux, hein, quand on est sur un sol nu, c'est un peu moins vrai. Voilà, donc l'activité végétale aussi va stimuler l'activité de la biologie du dessous, de dessous, pas que des micro-organismes. Et puis inversement, hein, si on a des micro-organismes actifs, bah, ça va faire de la fertilité, les végétaux vont pouvoir se développer. La notion de saisonnalité, là il y a un gros fantasme qu'il faut enlever, c'est que ça bouge toujours dans tous les sens au niveau des micro-organismes. C'est vrai sur un beefsteak, c'est vrai dans un yaourt quand vous le laissez à température ambiante. Au niveau du sol, on est quand même dans un environnement tamponné en termes de température, d'humidité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on enterre nos tuyaux d'eau dans le sol, c'est pour éviter qu'ils gèlent l'hiver. Donc, on n'a pas les mêmes variations de température au-dessus du sol que dans le sol. C'est un environnement pauvre, donc les micro-organismes, ils n'ont pas intérêt à bouger dans tous les sens chaque fois qu'il y a une pluie ou une température qui change parce que ça va les épuiser. Et on a des petites variations entre les saisons, on les a mesurées, notamment sur un essai chez Arvalis au sud de Paris. On a fait une mesure dans une parcelle agricole tous les mois, tout au long d'une année. On comparait même du semi-direct avec du labour, plus ou moins couvert, etc. Et en fait, on avait la même hiérarchie dans la microbiologie de nos parcelles, avec des petites différences à peu près à 10-15%, mais pas très significatives. Donc il y a des petites saisonnalités, mais on ne devient pas orthogonal. Au printemps, on voit quelque chose et à l'automne, c'est totalement différent. Chez les micro-organismes, ce n'est pas le cas. Pour d'autres pans de la biologie du sol, comme la faune du sol, les vers de terre, là, c'est un peu plus contraint parce que quand les sols sont secs, les vers de terre descendent, quand il fait froid aussi, tout ce qui est aussi faune du sol est un peu plus impacté et migre parce qu'ils ont des capacités de migration. Avec les bactéries et les champignons, elles sont coincées, elles ne bougent pas trop, donc globalement, elles restent assez stables au cours de l'année, indépendamment des pratiques agricoles, bien sûr. On est 331, Lionel, c'est énorme. Tout le monde vous écoute, tout le monde est pendu à vos lèvres. Si. Fabien Dutot me rappelle une question que j'aurais dû vous poser quand on abordait la question des poudres plus ou moins de perlimpinpin. L'agriculture dite de régénération prône les ferments lactiques injectés dans le sol. Ça sert à quoi? Honnêtement, j'en sais rien. Bon, bah voilà. Non, mais je ne vais pas dire quelque chose parce que j'en découvre un peu tous les jours. Bon, je n'ai pas réponse à tout. Et ça, j'avoue que le côté fermentation du sol, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment avec le BRF, refaire fermenter le sol, mettre plus de champignons dans le sol. De toute façon, Boire un mél fragmenté. voilà, oui, pardon, les BRF, c'est voilà, système ligneux fragmenté. Moi, je trouve que c'est bien des fois quand on veut calmer un peu les mauvaises herbes, mais faire fermenter un sol, pour moi, honnêtement, c'est une bêtise, parce qu'un sol, il a des velléités à plutôt être aérobie. De toute façon, il y aura toujours plus de bactéries que de champignons dans le sol. Et puis, voir de la moisissure sur le sol, pour moi, ce n'est pas un signe très écologique. Au contraire, c'est plutôt un signe de déséquilibre. Donc, la notion de... Alors, je ne sais pas si les ferments lactifs ont cette origine ou cet objectif, mais moi, j'entends des discours, il faut faire fermenter les sols, il faut augmenter les champignons, on est déprécié de champignons. Je suis désolé, nous, on a un indicateur qui est justement l'équilibre entre les bactéries et les champignons. Et s'il y a bien quelque chose qui est très peu affecté, notamment par les pratiques agricoles, c'est cet équilibre-là. C'est-à-dire que des fois, on a des baisses de densité, on a des baisses de diversité, mais l'équilibre microbien, il est assez souvent stable et robuste. Et on a à peu près, c'est les chiffres qu'on trouve avec nos outils moléculaires, globalement 2-3% de champignons par rapport aux bactéries, quoi, entre 1 et 5%. Donc de toute façon, on est dominé par les bactéries, en nombre. Les champignons sont des organismes plus complexes, avec des génomes plus complexes et filamenteux. Mais voilà, donc le rapport, il est ça, et c'est un bon équilibre microbien, entre 1 et 5% de champignons par rapport aux bactéries. Donc la notion de fermentation et tout au niveau du sol, je pense qu'il ne faut pas trop mélanger peut-être les concepts de différents écosystèmes, comme l'écosystème du tube digestif humain avec celui du sol. Je pense que des fois, ça ne fait pas bon ménage. D'accord, donc amis agriculteurs, ne mettez pas de yaourt dans vos fumiers, pas encore. Enfin, attendez que la science se penche un peu peut-être, mais ça se développe beaucoup, j'ai vu ça. J'avais une question, peut-être je l'ai oublié. Oui, si. Quand vous parlez, Lionel, de voilà, je fais une étude de sol, j'ai un indicateur de vie microbienne des sols, il est fiable entre guillemets sur quelle échelle, autrement dit, quelle est la variabilité de ce que vous mesurez à l'échelle d'une parcelle? La variabilité de ce qu'on mesure à l'échelle d'une parcelle, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on aura le même échantillon 10 mètres après, 100 Ah, mètres après, 1 ouais. kilomètre après. Non, bah non, non, non. Parce que, alors, quand on discute avec les pédologues, moi j'aime bien discuter avec les pédologues parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux sur le RMQS et sur d'autres projets de terrain. On apprend énormément de ce qu'est le sol, et c'est important de bien connaître le sol
d'un point de vue pédologie, physico-chimie, pour bien interpréter les organismes vivants qui sont là. Mhm. Quand on discute avec les pédologues, le pixel de variation, c'est à peu près 5 mètres carrés sur une Ah oui, parcelle. Ça dépend, il y a des parcelles qui sont plus homogènes que d'autres, mais voilà, on peut avoir des choses. Moi, je me rappelle des parcelles à l'INRA, un site expérimental de l'INRA, où on nous disait, vous verrez, c'est une parcelle super homogène. Et ben, il y avait un bout de la parcelle qui était à pH 6 et l'autre bout était à pH 8. Et ça, c'est hyper structurant pour les communautés microbiennes, des différences de pH, et je ne parle même pas de la matière organique. Donc non, on a des parcelles qui sont assez hétérogènes. Toutefois, on met en place des stratégies d'échantillonnage qui sont là pour capter cette hétérogénéité et la lisser. C'est-à-dire que le but, parce que nos indicateurs sont des indicateurs maintenant qui sont en mode prestation par des laboratoires mhm, privés mhm. et qui sont même proposés aux agriculteurs dans différents projets directement parce qu'ils sont comme une analyse de sang, ils sont assez faciles à interpréter, même s'ils sont complexes à analyser, à produire, mais c'est de la cuisine, ils sont faciles à interpréter. Et en fait, voilà, on essaye de prendre différents points dans la parcelle et on poule tout ça, on homogénise tout ça et on fait une valeur un peu moyenne de la parcelle. Et quand on a les moyens, donc faire plusieurs points par parcelle, on capte cette hétérogénéité. Et on sait que les agriculteurs, les viticulteurs, ils sont toujours en train de dire ce bout de la parcelle, là, il est un peu moins productif, le sol n'a pas la même couleur, ou il y a un peu plus d'eau, il y a un peu plus hydromorphe, etc. Donc des fois, il y a un intérêt à regarder l'hétérogénéité d'une parcelle, mais ça coûte un peu plus cher, donc souvent, on fait plutôt un point moyen de la parcelle. C'est-à-dire, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte quoi pour nos amis qui nous regardent, qui sont agriculteurs? Alors, bon, moi, je suis un chercheur, donc je n'ai pas l'habitude de monétariser mes outils, mais globalement, c'est quelques centaines d'euros pour une analyse de microbiologie moléculaire totale, abondance, équilibre microbien et diversité, et même réseau d'interaction. Donc, ça peut paraître cher, mais je vois, moi, dans le monde agricole, que je connais bien maintenant, des choses qui valent beaucoup plus cher et qui, des fois, ont beaucoup moins d'intérêt. Donc, après, c'est toujours une histoire de coût-bénéfice. Mhm. Et ce n'est pas les agriculteurs riches qui peuvent se payer ça. C'est juste si ça a véritablement un intérêt pour évaluer ces pratiques et changer peut-être certaines pratiques pour avoir plus de durabilité, moins d'empreinte environnementale, etc. Et ben, pourquoi pas. Et puis, j'espère bien qu'un jour, ces indicateurs, qui sont de plus en plus opérationnels, seront peut-être subventionnés par la PAC ou par d'autres organismes agricoles pour justement faire évoluer cette fameuse transition agroécologique. Ces indicateurs sont tous faciles d'accès, autrement dit, pour un agriculteur, est-ce qu'il y a des indicateurs plus faciles que d'autres à mesurer, plus efficaces, plus faciles à comprendre, ou ça nécessite de toute façon de faire passer un tiers ou d'être formé à cette question de microbiologie des sols? Alors, sur la microbiologie des sols, j'ai envie de dire oui, parce Mmh. que de toute façon, mais ce n'est pas une formation de 2 ans avec un tuteur à la fin. C'est, nous, quand on fait des projets participatifs, on fait des petites formations d'une demi-journée et encore, D'accord. en 2 heures, en 2 heures, c'est fait. C'est-à-dire qu'on explique les concepts d'abondance et de diversité, ça tout le monde les connaît. On explique un peu ce qu'on fait en termes de cuisine, mais on ne va pas trop loin parce que le but, ce n'est pas de le refaire à la maison. On sera infaisable. Et puis après, c'est surtout, c'est un peu comme une analyse de sang, j'aime bien faire ce parallèle. Tout le monde comprend un niveau de globule rouge, un niveau de globule blanc, un niveau de plaquettes, à quoi c'est dû, ce que ça indique. Ben, c'est pareil, le niveau de diversité bactérienne, le niveau de diversité de champignons, l'abondance, l'équilibre microbien, les interactions. En fait, on interprète assez facilement ces indicateurs. Donc, d'un point de vue théorique, c'est assez facile à comprendre, voilà, et à interpréter. Et après, bah, il faut que le conseil agricole ou le conseil agronomique s'en Voilà. empare, ou Mmh. l'agriculteur, parce que l'agriculteur peut s'autonomiser tout à fait pour faire évoluer lui-même ses pratiques, et justement améliore l'impact de ses pratiques. Mmh. Il y a une question qui est très pratique d'Adèle Courbineau. Bonjour, comment transposer sur le terrain dans notre travail d'accompagnement auprès des agriculteurs les avancées de la recherche dans le domaine de la biologie, de la microbiologie des sols? Nous recevons beaucoup de questions sur les seuils entre guillemets à atteindre sans pouvoir toujours y répondre hors vers de terre. Alors, même les vers de terre, les seuils à atteindre, les seuils à atteindre en termes de biologie du sol, en fait, le gros problème des indicateurs, souvent, c'est de ne pas avoir de référentiel d'interprétation. C'est-à-dire Mhm. qu'on a des méthodes de terrain ou de laboratoire, et puis on vous donne une valeur. Et bon, globalement, la valeur, on sait qu'elle est dépendante de votre type de sol, Mhm. de votre pédoclimat, globalement, et puis aussi un peu de l'historique de vos pratiques. Et en fait, c'est quand même. Et on fait du comparatif. Mais des fois, on compare des choses délirantes. Comparer une grande culture avec une forêt, Ça n'a pas de ça n'a sens. aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Plutôt comparer deux grandes cultures voisines qui sont globalement sur le même sol, etc. L'avantage sur les micro-organismes, c'est que nos outils moléculaires peuvent être travaillés en haut débit et qu'on est parti en retard.
par rapport notamment aux vers de terre dont on parle depuis 40 ans en agriculture. Et on est parti il y a une quinzaine d'années, mais on a rattrapé notre retard puisqu'on a travaillé sur ce fameux réseau de la mesure de la qualité des sols, donc sur plusieurs milliers de sols en France, et on a fait des référentiels d'interprétation qui nous permettent aujourd'hui, pour un type de sol donné, d'avoir des valeurs de référence à atteindre en termes d'abondance de diversité microbienne. Et ça, c'est vraiment comme une analyse de sang. On vous compare à une cohorte de patients similaires à vous en âge, en sexe, en mode de vie, même en localisation. Et ben, c'est pareil sur des types de sols. On sait que pour tel type de sol, on doit avoir tel seuil d'indicateur. Et ben, quand on a une nouvelle parcelle, on voit qu'elle correspond à ce type de sol et on a ces valeurs de référence et on compare à la valeur de mesure. D'accord. Et est-ce que, là, je vais rebondir sur une question de Antonio Pereira, est-ce qu'en fonction d'une analyse de sol, d'une analyse microbienne des sols, vous pouvez dire, conseiller un type de culture ou un type d'itinéraire de culture? Vous pouvez dire telle culture ou alors l'engagez-vous vers le bio, vers la conservation? Bon, alors, la conservation des sols, on a compris que c'était favorable pour tout. Est-ce que en fonction de la carte d'identité microbiologique des sols, on peut dire, voilà, cultivez ça plutôt que ça, faites tel assolement plutôt qu'un autre? Alors, nous, on s'interdit de le faire parce qu'on Oui, n'est je me pas doute dans. bien, mais vous y pensez peut-être. Alors, c'est pas qu'on n'y pense même pas, mais ça serait dangereux de le faire pour nous. C'est-à-dire que nous, on est là pour interpréter un Mmh. diagnostic microbiologique et interpréter avec l'agriculteur, quand on travaille directement avec lui, à quoi est dû ce mauvais ou ce bon diagnostic, parce que c'est aussi intéressant de savoir ce qui est bon que de savoir ce qui est mauvais, parce que quand c'est mauvais, autant savoir quoi faire. Après, on discute avec lui et c'est l'agriculteur qui en fait ce qu'il en veut. D'accord. Après, on est dans des projets aujourd'hui, notamment avec le laboratoire Auréa, Arvalis et des coopératives, où là, il y a des agronomes voilà, et des organismes qui font du conseil qui essayent, qui sont en train de mettre en place, à partir de ces indicateurs-là, de faire évoluer le conseil agronomique. Et donc, voilà, sur cette base de biologie. Et nous, on est fortement impliqués là-dedans parce que c'est un peu nouveau qu'on se serve de la biologie du sol pour faire du conseil agronomique. Jusqu'à présent, ce n'était pas trop le cas. Alors, ce n'était pas le cas parce qu'on n'avait pas d'outils, que la recherche était pas assez avancée, moins de références, etc. Donc, oui, mais ce ne sont plus les mêmes personnes. En fait, il y a trois modules dans ce continuum. Il y a le module diagnostic, donc ça, c'est des laboratoires. Il y a le module expertise écologique, et puis il y a le module conseil agronomique. Et ces trois modules sont interdépendants et ne sont pas, enfin, ils sont irremplaçables. Si on en enlève un, ça va pas jusqu'au bout. Et on a tendance à enlever l'expertise écologique au milieu et aller directement du diagnostic au conseil agronomique. Et je pense que c'est une erreur et qu'il faut garder cette expertise écologique parce que à un moment, il faut vraiment avoir cette expertise-là pour traduire le diagnostic en impact et potentiellement identifier les pratiques qui sont mauvaises et comment les faire évoluer. D'accord. Donc en fonction une cohorte bactérienne vous fera jamais dire, oula, ça c'est plutôt du maraîchage ou ça ce sera plutôt du blé. Non, ça c'est impossible. C'est pas que c'est impossible, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Je trouve que l'exercice est dangereux, même si des fois on s'improvise parce qu'on veut pousser un peu, mais on le fait entre nous. Et franchement, c'est dangereux d'aller là-dessus parce qu'on n'a aucune encore certitude que ce soit à fond cette signature microbiologique par rapport à un tel itinéraire ou autre. D'accord, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. C'est la septième émission, c'est celle où il y a le plus de questions. J'en ai eu plus de 60, vous êtes encore 319. Est-ce que le fait de passer en bio, par exemple, ou en biodynamie, ça change quelque chose à la microbiologie des sols? Bon, là, on est au même niveau que les digestats sur le côté clivant, mais alors, ça, c'est une vraie question et c'est une question qu'on s'est posée. Alors, dans nos projets participatifs, venait qui veut en termes d'agriculteurs ou de viticulteurs. Donc, on avait une certaine représentativité des Mhm. conventionnels, des bio et des biodynamiques. Alors, si on prenait les pourcentages nationaux, on serait sur quelques pourcents en bio, je crois que c'est 8% à l'échelle nationale, et puis biodynamie peut-être 1%, ou même des fois moins de 1%. On avait des pourcentages un peu supérieurs parce que des fois les bio et les biodynamiques sont plus sensibles à ce genre de démarche. Voilà. Mais on n'arrivait pas à faire des liens statistiques entre le mode de production et la qualité microbiologique des sols. Et on avait cette question qui remontait toujours de ceux qui faisaient de la biodynamie, de ceux qui faisaient du bio, ou même des conventionnels, de savoir est-ce que le bio, c'est vraiment écolo, quoi. Et Écolo alors? d'écologie du sol. Et donc, on a monté un projet qui s'appelle Ecovitisol. Alors, il est ciblé vigne, hein, parce qu'en vigne, il y a beaucoup de biodynamie qui se développe en ce moment. Voilà, toujours un projet participatif où on a fait la microbiologie des sols. Et on montre que sur des indicateurs assez classiques, comme l'abondance et la diversité microbienne,
on a une amélioration de la qualité microbiologique quand on passe du conventionnel au bio et quand on passe du bio à la biodynamie. C'est-à-dire qu'on a une sorte de séquence, un gradient évolutif de la qualité microbiologie du sol, de conventionnel à biodynamie. Et ça Toutefois, augmente beaucoup ça augmente, si je donnais une augmentation, c'est à peu près de 10 à 15% de conventionnel à bio et de bio à biodynamie. Ça paraît pas beaucoup, ou je me trompe? Pardon? Ça paraît pas beaucoup, ou je me Non, trompe? c'est significatif, par contre, Ouais. dans notre jeu de données, mais ce n'est pas énorme, surtout que quand on regarde les parcelles en conventionnel, en bio, en biodynamie, on en a en conventionnel qui sont dans le rouge, donc c'est pas bon, et on en a aussi qui sont dans le vert. Et en bio, on en a qui sont dans le rouge et qui sont dans le vert, mais on en a un peu plus qui sont dans le vert. Et en biodynamie, on en a dans le rouge et dans le vert, mais on en a encore un peu plus qui sont dans le vert. Et c'est là qui fait. C'est-à-dire que dans les 3 modes de production, on a des choses bonnes et puis on a des choses perfectibles. Donc, il n'y a pas de côté clivant, c'est-à-dire qu'il y a des conventionnels qui ont des très bonnes qualités de sol et qui ont des pratiques tout à fait équilibrées. Et puis, on a des bio et des biodynamiques qui, des fois, ont des pratiques très agressives. D'ailleurs, les bio, si on devait en parler un peu, souvent, ils font du désherbage mécanique parce qu'ils ne font plus de désherbage chimique. Et Et donc, ça, c'est pas bon pour la microbiologie des sols. voilà, ils se remettent à travailler le sol de façon un peu plus agressive, même si on me dit, moi, ouais, mais je gratte que sur 10 centimètres. Mais c'est dans ces 10 premiers centimètres qu'on a presque toute la microbiologie du sol. Et donc, c'est là où on fait le plus de dégâts. Donc voilà, il y a aussi cette compensation du chimique par le mécanique qui, des fois, n'est pas très bonne pour la biologie du sol, et notamment la microbiologie. Et en biodynamie, on améliore encore un peu, parce qu'en biodynamie, on enherbe un peu plus. Il y a peut-être une proximité des viticulteurs un peu plus grande en biodynamie. Puis alors, il y a les fameuses préparations, mais là, on n'a aucun recul sur leur efficacité, notamment sur le fait qu'elles vont stimuler la biologie du sol. C'est des choses qu'on va lancer suite à ce projet-là, justement, c'est de tester ces préparations, la 501, la 500, sur la biologie du sol pour voir si elles ont un effet direct ou si c'est plutôt un ensemble de l'itinéraire technique qui fait qu'on améliore encore la qualité microbiologique. D'accord, il y a une amélioration, mais vous ne savez pas pourquoi. En tout cas, vous en constatez une. Voilà. Alors, on ne passe pas d'un ordre de grandeur à l'autre, c'est significatif, 10-15%, mais quand même. Alors, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus significatif entre ces 3 modes de production, c'est les réseaux, ces fameux réseaux d'interaction dont on discutait au début, le fameux Facebook microbien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, et en fait, en conventionnel et en bio, on passe de 1500 à 1700 liens. Alors, c'est des chiffres relatifs, hein, faut pas, y a pas. Par contre, en biodynamie, on est à plus de 40 000 liens. Et donc, on a une explosion des réseaux d'interaction en biodynamie, indépendamment d'une évolution un peu améliorée, mais sans plus de la biomasse et de la diversité. Non, mais là, le gap, il est énorme. Pourtant, a priori, biodynamie, c'est un peu la même chose. La différence, c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas le sol en biodynamie? Alors, il y a Bon, j'en sûrement. sais rien. Hein. Encore une fois, là, c'est des résultats qui sont très récents, hein, ils datent de cet automne. Donc, on constate, encore une fois, donc je suis désolé, hein, mais avec toute humilité, je ne peux pas expliquer, et puis je ne voudrais pas l'expliquer de façon un peu prématurée, sans vraiment avoir creusé la question. On constate qu'en biodynamie, on améliore énormément ces réseaux d'interaction. Par contre, encore une fois, on ne sait pas si c'est la technicité globale de l'itinéraire technique, les préparations, etc. Voilà, on constate qu'il y a cette amélioration énorme de ces interactions avec tout ce que je vous disais au début, améliore la stabilité de la communauté, sa fonctionnalité, etc. Maintenant, il va falloir un peu décrypter pourquoi on a ces fameux réseaux qui sont bien meilleurs en biodynamie par rapport au bio et au conventionnel. Bon, Lionel Ranjaré, l'irrigation ou le drainage, ça a un rôle, ça a un impact, pardon, sur la microbiologie des sols. Oula, je vous sens. Oula, vous faites les grosses joues là. C'est pas une pratique, c'est pas la première pratique qu'on étudie l'irrigation. Alors moi je l'ai étudié en Tunisie à une époque de ma carrière parce que j'étais démarché sur des cultures comme l'olivier ou les orangeraies, mais c'était avec des eaux usées, donc par rapport à des problèmes de contamination, d'apport de polluants dans le sol qui pouvaient affecter la qualité microbiologique, et puis aussi l'apport de germes pathogènes sur des eaux usées. Mais en France, on irrigue moins avec des eaux usées, même si ça a été le cas à une époque. Hein, si on prend la station d'Achères avec la plaine de Pierrelet, qui est un exemple de maraîchage où on a beaucoup utilisé des eaux usées. Donc, l'irrigation est un problème quand on a des produits polluants ou des germes dedans indésirables. Après, l'irrigation plus neutre sur la microbiologie des sols, ça permet de maintenir une certaine humidité sur des périodes plus sèches. Voilà, il y a beaucoup de cultures qui y pensent en ce moment par rapport à des phénomènes climatiques un peu plus extrêmes et notamment des périodes de sécheresse, même en vigne, on y pense, dans certains vignobles où c'est interdit. Pourquoi pas, ça permettra d'avoir une certaine humidité constante et donc une fonctionnalité des communautés un peu plus stable pendant l'année. Voilà.
Donc, et peut-être moins de compétition à l'enherbement. Parce que en vigne, c'est un vrai problème. Mhm. On n'enherbe pas dans certains terroirs parce qu'il y a trop de densité de cépages, notamment en Bourgogne, parce qu'il y a une compétition hydrique immédiate dès qu'on met un enherbement dans l'interrant. Ce qui est vrai, hein, même si certains démontrent qu'on peut quand même pallier à ça, ce qui est vrai. Et avec des périodes de sécheresse de plus en plus récurrentes, y compris en Bourgogne, donc pour vous dire, ça devient un vrai problème, l'enherbement, alors que tout le monde a envie d'aller vers l'enherbement. Et si l'irrigation, alors là je parle en total néophyte de l'agronomie, mais si l'irrigation permet de maintenir un enherbement, donc une couverture du sol plus constante au cours de l'année en vigne, eh ben pourquoi pas. D'accord. Alors, il y a une question très technique de Jean-Pierre Sartou que je vous livrerai par mail. C'est un collègue à vous, voilà, mais j'entrerai pas dans ces détails de génétique. J'en reviens un peu sur ce que vous disiez pour terminer, sur, voilà, est-ce qu'on peut, et ça revient avec une question notamment de Cécile Claverol, mais qui revient beaucoup parce que dans l'élaboration des plans d'urbanisme et des documents d'urbanisme et de planification dans les villes, vous travaillez, je crois, avec l'agglomération de Dijon, arrive enfin la question de on va asseoir ces documents d'urbanisme, autrement dit, dire l'usage des sols en fonction de leur qualité agronomique ou de leur qualité intrinsèque. Vous avez travaillé avec l'agglomération de Dijon, vous leur avez livré un indicateur clé en main ou Alors, le temps n'est pas le bon, c'est pas au passé, c'est au futur. On va travailler. En fait, on a un projet qui démarre avec, ça s'appelle un appel d'offres investissement d'avenir qui s'appelle Territoire d'innovation, où on travaille sur l'aire urbaine de Dijon, avec Dijon Métropole. D'ailleurs, le projet est porté par Dijon Métropole. Le but, c'est de faire un référentiel territorial de la qualité des sols de cette aire urbaine. Alors, une aire urbaine, autour de Dijon, c'est 3000 km², donc c'est bien sûr le système urbain, mais aussi périurbain et rural. C'est-à-dire qu'on va jusqu'en dans les vignes de Nuit-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, dans le c'est pas mal. Châtillonnais. C'est pas mal. Voilà. Et donc, on va aussi dans les systèmes ruraux, donc dans les sols agricoles. Le but, c'est d'abord de faire un référentiel très fin, parce qu'on va étudier entre 600 et 1000 sols sur cette petite surface, et de peaufiner notre référentiel national qui a une maille assez large, avec une maille beaucoup plus fine et beaucoup plus proche en fait, des typicités de ce territoire. Et une fois qu'on aura ce référentiel, eh ben, c'est de proposer un diagnostic adapté à ce territoire pour évaluer la qualité des sols. Et on a toute une partie, alors aussi recherche participative, mais juridique, qui est d'ailleurs portée par Philippe Billet à l'Université Lyon 3, qui est un juriste de l'environnement, qui est d'ailleurs Spécialiste du droit de directeur de l'environnement, l'Institut oui, grand de monsieur du droit de l'environnement de l'environnement. Lyon, et qui, lui, a pour objectif, donc c'est un projet qui va entre 6 et 10 ans, hein, c'est un projet assez ambitieux, de rentrer la qualité des sols déjà dans la réglementation. Donc voilà, faire des lois, alors on en parlait à l'échelle de l'Europe, mais déjà qu'on en fasse à des échelles territoriales, dans les PLU, dans les SCOT, c'est-à-dire empêcher l'artificialisation de sols de bonne qualité, et notamment de bonne qualité pour l'agriculture. Voilà, et on voit que la plupart des grandes villes ou des villes se sont installées sur des sols fertiles, parce qu'il fallait nourrir la ville, donc il fallait des fermes productives autour, et que quand les villes s'étendent, eh ben, on artificialise des sols de bonne qualité. Donc déjà rentrer dans cette réglementation, mais aussi, donc ce qui peut être un peu coercitif, mais faire des choses moins coercitives comme de la plus-value foncière, c'est-à-dire monétariser, et ce n'est pas un gros mot dans ce cas-là, monétariser la qualité des sols, et notamment la qualité dans toutes ses composantes, y compris biologiques, et quand on a des sols, et que les sols agricoles ne soient pas simplement évalués sur des notions de rendement ou de productivité, mais aussi sur des notions de qualité, et donc de durabilité du rendement et de la productivité. Ça veut dire qu'un agriculteur, lorsqu'il voudrait vendre ses terres ou négocier un nouveau droit de fermage, il aurait le droit, via la SAFER, la Chambre d'agriculture, de faire payer plus cher parce Eh que ses ben, sols sont de meilleure qualité. c'est un peu l'idée. Alors, je ne sais pas après comment ça sera accepté ou comment ça sera mis en place, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire dans le prix du sol, dans le prix de l'hectare, D'accord. il y a une évaluation de la qualité, et l'agriculteur qui a une bonne qualité, ben, ça se vend un peu mieux que l'agriculteur qui a une moins bonne qualité par rapport à l'application de pratiques plus agroécologiques avec une empreinte environnementale moindre. Et puis, cette biodiversité du sol, elle est synonyme de durabilité. C'est-à-dire que nous, quand on parle de la biodiversité des sols aux agriculteurs, on ne leur dit pas attention, vous allez avoir tant d'espèces en plus, donc vous allez avoir tant de quintaux en plus ou tant d'hectos en plus en vigne. Non, non, on leur dit la productivité, vous avez des leviers agronomiques et ça marche encore très bien. C'est synonyme d'assurance, ce qu'on appelle l'assurance écologique, donc c'est la durabilité. C'est-à-dire que si vous avez un bon rendement, une bonne productivité et que vous avez une bonne biologie du sol, une bonne biodiversité, ça c'est durable. Si vous avez un bon rendement et une mauvaise biologie du sol, à un moment ou à un autre, ça va cracher.
ça va se casser la gueule et votre rendement ne sera pas durable et vous aurez alors ce qu'on appelle la fatigue des sols ou autre chose. Vous allez avoir une baisse de rendement et même les leviers agronomiques n'y répondront plus. Donc il y a une notion de durabilité là-dedans. Et donc ça serait monétariser la durabilité via la qualité des sols. Et mine de rien, conférer une valeur intrinsèque au sol, peut-être, ce qui n'existe toujours pas, en lien avec les plans d'alimentation territoriale. C'est un levier important pour améliorer l'alimentation des cantines et mine de rien, forcément, pousser les agriculteurs, en tout cas les inciter à travailler différemment les sols, voire à ne plus les travailler du tout, et tout le monde s'y retrouve. Il y a peu d'agglos qui ont basé peu ou prou leurs documents d'urbanisme et de planification sur la qualité des sols. Il y a eu Caen, il y a eu Tours, il y a eu Gardanne, il y a quelques communes en Normandie. Si Dijon peut s'y mettre, effectivement, ce serait un passage à une autre échelle. Oui. L'avantage de ce projet, c'est que c'est un territoire d'innovation financé par les investissements d'avenir, c'est que ce projet est un projet pilote pour les autres territoires. C'est-à-dire que le but, c'est que la stratégie développée à Dijon, une fois qu'elle aura fait ses preuves, soit transposée à d'autres territoires. Juste la stratégie, pas les résultats, parce que les résultats sont propres à un territoire, mais que toute la stratégie. Donc, on espère que Dijon aussi sera un ambassadeur d'autres villes, d'autres aires urbaines pour développer cette qualité des sols. C'est passionnant, Lionel. Je tirerai bien jusqu'au bout, mais déjà, on devait faire une demi-heure. On a fait 70 minutes. Il y a encore 310 personnes. Allez, je vous laisse un petit mot de la fin, encore 2 minutes, si vous en avez un. Non, un petit mot de la fin, c'est que je pense qu'on a beaucoup évolué ces dernières années d'un point de vue scientifique sur la qualité des sols. Moi, ce que je vois, c'est que dans le monde agricole, il y a plein de choses qui se développent en ce moment. Des choses avec du business, des choses plus ou moins conceptuelles. Et alors, bon, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire la recherche scientifique et la science académique et institutionnelle publique en France et indépendante. Et voilà, si j'ai un petit conseil à donner à tout propriétaire de sol ou agriculteur, c'est que quand vous avez un doute, ou quand vous proposez des choses, regardez si c'est enraciné dans la recherche et dans des choses scientifiques et objectives pour pouvoir… Et n'hésitez pas à démarcher les chercheurs aussi. Souvent, quand on est démarché, on répond assez facilement. Alors, je parle pour mes collègues, mais pour tout le monde. Mais voilà, donc n'hésitez pas à questionner la recherche si vous avez un doute ou une question. On est là aussi pour y répondre. Voilà, et souvent, ça évite peut-être d'aller dans des mauvaises directions ou de répondre à des incitations qui ne sont pas toujours fondées. Voilà. Mais en tout cas, le monde de la biologie du sol est en train de beaucoup bouger. Il y a beaucoup de sociétés qui se créent sur notamment des notions d'indicateurs, etc. Et qu'à un moment, il va falloir trier dans tout ça, quoi. Voilà, on a compris le message. Je vois à peu près à qui vous pensez, mais on ne le dira pas. Merci en tout cas, Lionel. Voilà, c'est un petit carton grâce à vous, grâce à ce sujet qui continuera le mardi 16 février pour la 8e émission. C'est dans le sol, justement sur les techniques de biocontrôle, de stimulation, d'inoculation. Voilà des aspects plus pratiques, plus concrets encore sur la microbiologie des sols. Je vous précise à nouveau l'existence de cette formation mixte digitale qui aura démarré le 15 février, la veille donc du 8e débat au PECNOLAB. Il reste encore quelques places. Enfin, c'est la période du renouvellement des adhésions à l'AFES. Je précise, l'Association française d'études du sol. N'hésitez pas si vous voulez en apprendre. Ça marche toujours, l'AFES. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sols. Mesdames, messieurs, merci encore. Il est 21h39. Vous êtes toujours presque 300. Bravo, Lionel. Je m'incline devant tant de talent. Ce fut un plaisir. Quant à moi, je crois que ce soir, on m'a préparé un couscous. Heureux de l'apprendre. Merci à tous. À bientôt, au revoir.